Voilà, donc c'est un rappel de chimie, plus précisément de biochimie. Je me suis inspiré du chapitre 5 du livre de la grenouille qui est dans la salle. Alors, petit rappel, les atomes qui constituent la matière sont liés pour former ce qu'on appelle des molécules. Ces liaisons entre atomes sont de deux sortes, covalentes et non covalentes. Les liaisons covalentes sont solides, donc stables. Les liaisons non covalentes, il y en a de deux types, c'est hydrogène, liaison hydrogène ou ionique, liaison ionique. Elles sont moins stables, plus fragiles, et en fait, c'est elles qui sont à l'origine de la vie, puisque, comme vous le savez, les molécules synthétisées par les cellules peuvent évoluer, peuvent changer selon le métabolisme, selon l'endroit dans la cellule. Donc, l'ADN, par exemple, est une très longue molécule qui doit pouvoir se séparer pour être copiée dans les cellules filles. S'il n'y avait que des liaisons covalentes pour constituer l'ADN, ça serait complètement stable et on ne pourrait rien en faire, donc ça ne fonctionnerait pas. La même chose pour les molécules d'eau, très mobiles, et pour le goût, par exemple, le goût des aliments que l'on a dans la bouche, c'est grâce à des liaisons ioniques qui sont très peu stables, parce que si elles l'étaient, le goût d'ail d'hier soir, on l'aurait encore aujourd'hui dans la bouche. Okay. Donc, la chimie de la vie, c'est essentiellement la chimie du carbone. La plupart, pour ne pas dire toutes, les substances synthétisées par une cellule, par un organisme, on appelle ça aussi les molécules organiques, sont constituées à base de carbone. Le carbone a la propriété de pouvoir se lier un très grand nombre de fois. Là, vous avez l'exemple d'une molécule organique. Donc, ces molécules de la vie, c'est de l'eau, plus 4 classes de composés biochimiques, des sucres, des nucléotides, des acides aminés et des acides gras. On ne mentionne pas les vitamines. Hein. Donc, ces molécules se caractérisent par leur structure. On arrive à leur donner un nom parce qu'elles ont une certaine structure. Sauf exception, on donne un nom par défaut. Mais ça, c'est un détail. Alors, intéressons-nous maintenant à l'une de ces catégories de molécules organiques qu'on appelle les sucres. On les appelle aussi des hydrates de carbone parce qu'en fait, ils ont toujours en terminaison un carbone relié à 2 hydrogènes et à un groupement hydroxyle, OH. Ce sont des polymères parce qu'il y a beaucoup de répétition d'une structure. Il y a des monosaccharides, des petits sucres, c'est le glucose, et puis des polysaccharides, par exemple l'amidon. Donc ils servent à quoi les sucres? Ils servent essentiellement à 2 choses, fournir l'énergie, c'est pour ça qu'on mange du sucre ou des pâtes ou des fruits, mais aussi pour assurer le maintien des végétaux. Ce sont des glucides, des hydrates de carbone, qui permettent aux arbres de pousser, aux fleurs de tenir sur leurs tiges et aux brins d'herbe de chercher la lumière. Là, vous avez l'amylose, l'amylopectine et le glycogène. Vous voyez que ce sont des molécules complexes. À chaque fois, ces petits ronds symbolisent un glucose. Deuxième catégorie de biomolécules ou de molécules organiques, les nucléotides. Les nucléotides, vous savez ce qu'ils forment? L'ADN, l'ARN. Alors, ils servent à contenir l'information génétique, ce qui est transmis par hérédité d'une génération de cellules à l'autre ou d'un organisme à l'autre. Mais en fait, ils représentent aussi une forme de stockage de l'énergie en complément des sucres, on le verra plus tard. Ces nucléotides sont formés, selon le schéma, d'un pentose. Quand on dit pentose,
pentaèdre, c'est 5 branches, 5 côtés. Et ose, quand on dit ose en chimie, ce sont des sucres, glucose, etc. C'est un pentose qui est relié à un groupe phosphate et une base azotée. Alors, comme je l'ai dit, les nucléotides, des représentants des nucléotides, c'est l'ADN et l'ARN. Et il y a dans l'ADN, il y a 4 bases azotées différentes, adénine, cytosine, guanine, thymine, qui sont résumées par ACGT. Le pentose est désoxydé, donc on dit que c'est un désoxyribose, et un groupement phosphate, comme on le voyait sur le schéma tout à l'heure. L'ARN, c'est la même chose. Il y a une base azotée, un sucre et un groupement phosphate. Mais il y a 2 différences au niveau moléculaire entre l'ARN et l'ADN. Tout d'abord, il y a bien adénine, cytosine, guanine comme base azotée, mais il n'y a pas thymine, il y a uracile. Quand on voit dans une molécule du U, on sait que c'est de l'ARN. Quand on voit du T, on sait que c'est de l'ADN. Autre différence, le sucre, pentose, n'est pas désoxydé, donc on dit que c'est le ribose. C'est pour ça que c'est ARN, acide ribonucléique. ADN, acide désoxyribonucléique. Et puis enfin, il y a un 3e nucléotide, c'est l'ADP ou l'ATP, adénosine triphosphate. C'est de l'adénine, du ribose, mais là, vous voyez, au lieu d'avoir un groupement phosphate comme dans les 2 autres types de nucléotides, on en a 3. Cette molécule-là qui joue un rôle dans le stockage de l'énergie, alors que les 2 autres jouent un rôle dans le transfert de l'information génétique. On passe à la structure en 3 dimensions des nucléotides. Donc on l'a dit en tout début d'année, l'ADN a une structure en double hélice. Vous voyez là un schéma qui illustre cette double hélice. Si on met à plat cette double hélice, qu'est-ce qu'on voit? En violet, on voit le pentose, désoxyribose. En jaune, on voit les groupements phosphates. Et on voit que les groupements phosphates lient les riboses les uns aux autres. C'est les montants, les 2 montants de la double échelle. C'est très solide. Pourquoi c'est très solide? C'est des liaisons covalentes. Et pourquoi ça a besoin d'être très solide? Parce qu'il faut garder la séquence d'ADN, la structure. Autrement, il n'y aurait pas de transmission de gènes. Si on regarde maintenant au centre de cette échelle, on a les 4 bases azotées et on voit que adénine se lie toujours avec thymine et que cytosine se lie toujours avec guanine. On dit que les bases sont complémentaires. C'est ce qui est illustré tout en haut ici pour mémoire. Pour vous montrer le détail, c'est pas pour que vous l'appreniez, hein. Voilà à quoi ressemble l'adénine, la guanine, thymine, cytosine. Je vous rappelle que thymine dans l'ARN est remplacée, elle n'est pas remplacée, elle n'y est pas. C'est l'uracile qui est là. Et pour répondre à la question tout à l'heure, vous voyez qu'il y a un groupement CH3 qui a disparu en position 5 du cycle de carbone. De nouveau, je ne vous demande pas d'apprendre ce schéma, c'est pour vous montrer le détail, pour mieux comprendre. 3e type de molécules, les acides aminés. Ce sont les composants des protéines. Et vous consommez des acides aminés dans la nourriture normale, je dirais, naturelle, qu'on trouve dans la nature, plantes et animaux. Mais on en trouve aussi synthétisés par l'industrie agroalimentaire, voire pharmaceutique. Par exemple, la glutamine, qui est vendue en boisson protéinée pour les sportifs, c'est un acide aminé. Celles et ceux qui utilisent ce genre de complément alimentaire sauront que ça s'appelle des acides aminés. Il y en a 22.
d'acides aminés différents qui composent les milliers de protéines qui existent. Pourquoi on dit aminés? Parce qu'ils contiennent de l'azote, avec une chaîne latérale R qui est plus ou moins longue, et c'est ça qui va déterminer le nom, le type d'acide aminé parmi les 22 qu'on a dans la nature. Donc il y a un groupe carboxyle, un groupe amine, qui sont reliés à une chaîne latérale R. Et évidemment, selon le nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène qui se trouvent dans cette chaîne R, ça donnera une particularité à l'acide aminé et donc un nom. Donc comme on l'a dit, chaque protéine est composée d'une succession d'acides aminés. Donc là, on a une protéine composée d'acides aminés. C'est comme un collier de perles, mais en 3 dimensions. Les protéines ont une structure en 3 dimensions très importante pour leur fonction. Si on zoomait sur une de ces billes, on verrait ça, et ça serait l'un des 22 acides aminés. Les protéines sont très importantes dans le vivant parce qu'elles remplissent de nombreuses fonctions différentes. Les cheveux sont composés essentiellement d'une protéine qui s'appelle la kératine, qu'on trouve aussi sur les ongles. Les muscles sont composés beaucoup, les fibres musculaires, de protéines. D'ailleurs pour ça que les sportifs consomment des fois des acides aminés de synthèse en complément alimentaire pour développer leurs protéines musculaires. Ça rentre aussi dans de nombreuses réactions chimiques. Les enzymes, par exemple la digestion de l'amidon des pâtes ou du riz ou des pommes de terre dans la bouche, on casse la molécule d'amidon en tous les glucoses qui composent l'amidon. C'est une enzyme, l'amylase, qui est fabriquée dans les glandes salivaires, et l'amylase est une protéine. Et puis enfin, pour l'immunité, donc ça remplit de nombreuses fonctions. On arrive à la catégorie des graisses, qu'on appelle aussi les acides gras. Pourquoi acides gras? Parce qu'ils ont un groupe carboxylique terminal. Là, il y a une chaîne carbonée, plus ou moins longue, terminée par un groupement méthyle, c'est-à-dire un carbone avec 3 hydrogènes autour. Donc ces graisses, on les appelle des acides gras. On verra leur particularité tout à l'heure. On les appelle aussi des hydrocarbures. À quoi ils servent? Comme les sucres, comme l'ATP, c'est une réserve d'énergie. Mais en plus, ce sont les constituants de la membrane cellulaire. Très important pour séparer le milieu interne à la cellule externe. Si vous voulez protéger vos mains du dessèchement, qu'est-ce que vous mettez? De la crème, de la graisse. C'est des acides gras dans la crème. Celles et ceux qui doivent faire des travaux où on plonge souvent les mains dans les restaurants ou comme ça, les hôpitaux, on met de la crème pour faire un film protecteur. Eh bien, les membranes sont constituées de graisse qui fait justement que l'eau ne peut pas rentrer comme ça, comme elle le veut. Si elle rentre, c'est parce que la cellule a dans la membrane des cellules, il y a des pores, des canaux hydriques qui sont faits pour accepter l'eau dont la cellule a besoin ou la rejeter quand elle en a trop. Mais la membrane est semi-perméable, c'est-à-dire qu'elle laisse passer parfois l'eau, parfois pas. Donc il y a un côté qui attire l'eau, il y a un côté qui le repousse. Ce ne sont pas les acides gras de la membrane qui décident, les acides gras de la membrane repoussent l'eau. Ce qui décide l'entrée ou la sortie, ou ce qui permet l'entrée ou la sortie dans la membrane, ce sont des protéines qui traversent la membrane comme des pailles avec des clapets. La paille est bouchée, est fermée, l'eau ne peut ni rentrer ni sortir. La paille est ouverte, la protéine est ouverte, l'eau peut rentrer et sortir. Alors il y a 2 types de graisses ou d'acides gras. Les insaturés, c'est-à-dire
que parfois, il y a des doubles liaisons. Il y a un hydrogène qui est parti. Vous voyez, là, il y a tout le temps 2 hydrogènes sur chacun des carbones. Puis parfois, il y a une double liaison et forcément qu'il y a un hydrogène sur ces carbones concernés qui a dû sauter, puisque le carbone ne peut faire que 1, 2, 3, 4 liaisons. S'il a une double liaison puis qu'il est lié à un autre, il a de la place que pour un hydrogène. Donc ça va donner une forme spatiale à la molécule. La molécule est évidemment microscopique, infinitésimale, mais imaginez qu'une goutte d'huile contient des milliards de ces molécules. Donc si toutes elles ont cette configuration, eh bien, ça va donner la fluidité ou au contraire la rigidité de la graisse. C'est pour ça qu'on a des huiles et des graisses. On a du beurre et de l'huile. Je parlais des acides gras qui constituent les membranes. Ce sont des acides gras tout à fait particuliers qui peuvent être saturés ou polyinsaturés, avec des doubles liaisons, mais ils sont reliés entre eux, et en plus, ils ont un groupement phosphate. On appelle ça des phospholipides, parce qu'ils ont du phosphore. Ces phospholipides, ils ont la particularité d'avoir un côté qui repousse l'eau, et un côté qui l'attire grâce au groupement phosphate. On appelle ça hydrophile et hydrophobe. Donc, quand il y a des molécules comme ça qui se retrouvent ensemble, dans le même milieu, elles vont avoir tendance à s'attirer. C'est-à-dire le côté hydrophile va rester dans l'eau, et puis le côté hydrophobe, comme j'aime pas l'eau, je me mets avec mon copain qui me protège de l'eau aussi. C'est ce qu'on appelle ce côté hydrophobe a tendance à s'attirer. Vous avez peut-être compris en voyant ce schéma et en imaginant des millions et des millions de molécules que ça va former au final des bulles de graisse. C'est comme ça que les cellules sont nées au début de la vie. Et puis, quelqu'un demandait, mais comment l'eau, elle passe au travers? Donc, vous avez la coupe d'une membrane cellulaire, côté hydrophobe à l'intérieur, hydrophile à l'extérieur, de ces phospholipides. Et puis, vous voyez qu'il y a plein d'autres choses, à part ces acides gras. Il y a des choses qui traversent complètement la membrane, qui traversent la bicouche de graisse. Ce sont des protéines de transport. Typiquement pour laisser passer l'eau, mais qui peut laisser passer aussi d'autres substances. À la surface, vous avez des sucres et des protéines qui peuvent aider à la reconnaissance immunitaire. Le cholestérol, c'est un acide gras particulier qui a la capacité de traverser librement les membranes. Et heureusement, parce que le cholestérol est indispensable au fonctionnement de tous les organismes animaux. Après, c'est l'excès de cholestérol qui crée les accumulations de graisse.